Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je suis extrêmement heureuse de vous présenter le manga tarot. Alors c'est la deuxième fois que je vous le présente. Je vous l'ai présenté il y a 8 ans sous sa version Lo Scarabeo, qui était bien moins jolie, où il y avait tous les titres en plusieurs langues en haut. Et donc c'est un tarot que j'avais découpé. Là, il vient de sortir aux éditions Intuitives et le tarot est très joli, vous allez voir. Alors c'est un tarot un peu spécial qui est très cher à mon cœur puisque c'est, on va dire, le premier ou le deuxième tarot. En tout cas, c'est celui que j'ai le plus utilisé à partir du moment où je suis passée du tarot de Marseille à un tarot, on va dire, un peu type Rider-Waite. Je l'ai utilisé de nombreuses années, pratiquement exclusivement, avec aussi le tarot de Marseille, mais j'ai vraiment beaucoup utilisé ce tarot. Et il est arrivé dans ma vie à un moment aussi, enfin c'est pour ça aussi, je pense que je l'avais choisi, où je travaillais sur la médecine traditionnelle chinoise. Et voilà, avec sa façon aussi de penser et de regarder le monde. Et c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il arrive avec des cartes de présentation. Voilà, ça c'est le dos. Il est super, super beau, avec le yin et le yang. Alors, le guide, il est à l'image de ces guides de Lo Scarabeo qui faisaient beaucoup de tarots originaux, avec une forte personnalité, et avec des guides qui étaient très petits, puisqu'ils étaient multilingues, donc il y avait beaucoup de choses pour... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de choses, et du coup besoin de beaucoup de pages quand même, pour présenter les significations dans toutes les langues. Donc là, on a la présentation du jeu. Alors c'est intéressant. Vous allez voir que on va avoir un glyphe sur les cartes. Alors, hop, voilà, ici, qui représente la saison. Donc, qu'est-ce qu'on lit ici? Chaque glyphe indique une saison, printemps, été, automne, hiver, et les 4 saisons se réfèrent à l'élément temporel et cyclique des cartes. Donc le printemps, ça va correspondre à la naissance, le début, l'aube, l'adolescence, l'été à la croissance, au sommet, au midi, à la maturité, l'automne au déclin, à la stagnation, au coucher du soleil, à la vieillesse, et l'hiver à la mort, au minimum, minimaliste on va dire, la nuit, le silence. Voilà, et après il va être suivi du printemps. Donc ici on a aussi l'explication des différentes suites. Donc on a le bleu pour les épées, l'air, l'intellect, le vert pour les deniers, la terre, la nature, le rouge pour les bâtons, le feu, la personnalité, et le jaune pour les coupes, l'eau et les sentiments. La présentation est super intéressante, j'aime bien, c'est très court, mais il y a pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Certaines cartes représentent des exceptions par rapport à ces structures de base. Le fou ne possède ni tonalité chromatique dominante, ni glyphe. Le fou ne peut pas être confiné dans une structure. Super intéressant. La roue de la fortune, même chose. Elle va avoir, elle, 4 glyphes, pas un seul, parce qu'elle représente les cycles du temps qui passent. Et le monde, il représente la complétude et donc la somme des 4 éléments. Les as contiennent les 4 saisons. Donc l'as représente la potentialité et dans chaque as se trouve donc la potentialité pour la totalité du parcours. Et les 10 contiennent 3 glyphes. L'attention doit d'abord être tournée vers le glyphe manquant, puis vers les autres. Donc vous voyez qu'on travaille pas mal avec les glyphes. Alors c'est quelque chose que je ne faisais pas à l'origine et que j'ai fait ensuite, mais on va regarder ça. Alors attention, ça aussi c'est très important. Bien avant la mode de changer un peu les genres au niveau des personnalités, qui sont présentées dans les cartes, Lo Scarabeo avait déjà fait ce travail-là. Et donc je vais vous lire sa présentation. Une dernière considération concerne le genre des personnages représentés. On a choisi dans ce tarot d'inverser l'iconographie traditionnelle en représentant comme des hommes ceux qui apparaissent normalement comme des personnages de sexe féminin et vice-versa.
Dans ce sens, les noms des cartes de cour ont été modifiés. La reine et le roi échangent leurs titres, tandis que le cavalier devient la princesse et le valet devient le prince. Cet éclaircissement est également utile pour rendre plus évidentes et plus intuitives les relations entre les cartes de cour, donc mère, père, fille et fils. On a une proposition de tirage. Voilà, avec un autre exemple d'utiliser le tarot qui, tiens, ça je me souviens pas, qui s'inspire du Nouvel An japonais. Prenez un moment pour choisir une carte qui représente quelque chose de vous-même qui ne vous plaît pas. Mettez-la de côté et après avoir mélangé le paquet, choisissez une autre carte. En vous arrêtant sur sa signification, vous pourrez recevoir un conseil sur la façon de vous améliorer. Ok. Alors, dans une disposition, si vous voyez beaucoup de cartes de la même tonalité chromatique, cela indique une force majeure des éléments associés à cette tonalité. Donc, ça aide, on peut le faire sans côté des couleurs, ça aide à voir si on a par exemple dans le tirage beaucoup de bâtons. Voilà, on a cette tonalité de la suite de bâtons, et là, ça va être lié à la couleur. Ou alors on la voit pas, même chose, hein. On va analyser si on la voit beaucoup ou si on la voit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc d'autres explications. Pour pouvoir utiliser au mieux le tarot, il faut d'abord l'étudier, développer un lien personnel avec sa structure et ses images. C'est encore plus vrai avec celui-ci qui a une structure un petit peu modifiée, qui lui est personnelle et qui est, je trouve, très intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on a? Chaque carte raconte une histoire et exprime de multiples aspects du même concept. Donc, par exemple, la carte de la justice, on a une tonalité chromatique bleue, un glyphe de l'hiver, une balance gravée sur un sol de pierre, la pluie, un guerrier bandé qui tient une épée entre ses paumes. L'image, ses symboles, les associations et les réflexions sur le concept même de la justice ne peuvent en aucun cas être résumées en quelques phrases. Les choses que l'on peut étudier sont les similitudes et les différences aussi, ou les liens entre les cartes, comme les équilibres à l'intérieur d'une couleur ou des glyphes des saisons. Il est important de se rappeler qu'il n'existe pas une formule prédéfinie pour interpréter une carte, il faut juste laisser libre cours à son imagination et à son inspiration. Aujourd'hui, on dirait à son intuition, mais c'est ça, c'est son imagination et son inspiration. Vous allez voir, les cartes sont super, super intéressantes. Au niveau des présentations, pour les majeurs, on va avoir un mot-clé, la description et un chemin, n'importe quoi, un message poétique. Il est dans la nature des choses que le vide souhaite être rempli, par exemple. Donc voilà pour celui-ci. On va regarder les mineurs. Alors pour les mineurs, qu'est-ce qu'on a? On a le mot-clé, la source de vie, le lien, la fête, etc. Et puis l'inspiration poétique, tout naît de la vie, et de la vie naît toute chose. C'est super joli, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mis un peu de temps à l'apprécier à sa pleine... comment dire, à l'apprécier pleinement, à voir vraiment à travers ces inspirations poétiques ce que ça m'apportait et en quoi est-ce que ça a aussi modifié ma vision du tarot. Ça m'a ouvert sur plein de choses. Donc voilà. Sur certaines autres, par exemple la 2 de coupe, on va avoir des mots-clés et l'inspiration poétique. Et puis, on va regarder des personnages de cour. Alors, le prince. Alors, chaque fois, le prince, c'est la naissance de la suite. La princesse, on va avoir, comment dire, l'énergie qui va s'affermir. Donc, on va avoir quelque chose de... s'affermir. Oui, qui va se renforcer. Ensuite, on va vivre intensément et après, on va avoir une sorte d'harmonie. Donc ça, on a un peu cette idée de progression de l'énergie dans les cartes de cours. Voilà. Donc voilà pour la présentation du petit guide qui, je trouve, est original et
très intéressant, même s'il est assez court. Pour les débutants, je pense que ça sera peut-être un tout petit peu plus compliqué. Néanmoins, il fait travailler des choses qui sont un peu... Enfin, il fait travailler différemment de ce que vous pouvez voir dans des livres traditionnels. Donc, on peut par exemple associer un livre que vous avez déjà dans un autre tarot avec ce tarot-là. Alors, donc, qu'est-ce que je ne sais pas si je vous ai dit, il arrive dans une boîte assez classique, un peu dure à ouvrir et à fermer quand il y a les cartes dedans. Donc voilà, mais moi je vais le mettre dans une pochette. Alors, hop, et je vais faire les tranches d'une couleur. J'ai pas encore décidé quelle couleur. Je crois que je les avais faites en marron sur le jeu que j'ai découpé. Donc voilà, nous avons le fou. Vous voyez que le fou ressemble au fou du Rider-Waite. On a la magicienne à la place du magicien. Et après, pour les glyphes, je m'étais fait un petit papier où je les avais réécrits. Alors, ah oui, ils sont pas notés, d'accord. Donc moi, j'avais fait des recherches sur les glyphes et je les avais notés sur mon petit, sur mon petit guide. Je le referai pour celui-ci. Donc voilà, la magicienne. Le prêtre. Donc le prêtre correspond à la grande prêtresse. Mais je trouve qu'il a quand même une énergie plutôt de pape. L'empereur, je le trouve magnifique. J'adore au niveau des représentations, j'aime beaucoup. Vous voyez qu'ici, on a l'impératrice. L'empereur est au niveau 3. Enfin, elle a cette numérotation 3. Et l'impératrice 4. Mais on retrouve des choses de l'impératrice, c'est-à-dire le bouclier, le cygne. Donc, ce que j'avais fait, c'est quand j'ai découpé tous les tours, moi, j'avais remis à l'endroit l'empereur et l'impératrice. Mais voilà, on peut faire un peu comme on en a envie. Le 5, on a la prêtresse. Et vous voyez que la prêtresse ressemble plus à la grande prêtresse. Alors, c'est intéressant dans le sens où, par exemple, si vous connaissez bien le tarot, ça va un peu brasser vos certitudes. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien aussi, de pas rester, de pas, comment dire, rester bloqué dans un système, mais aussi d'aller voir d'autres choses et de regarder les choses avec un œil différent. Ça permet d'enrichir aussi sa connaissance des cartes. Les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite. J'adore cet ermite. J'adore. Les illustrations sont vraiment très jolies. La roue de fortune, la force, la pendue. Vous voyez, à chaque fois, on a les glyphes. Donc, on a ici le même pour la force et la pendue. La mort, qui est très belle. La tempérance, j'adore cette carte aussi. Et, en fait, c'est vraiment très... oui, c'est très émotionnel comme jeu pour moi parce que je l'ai tellement utilisé que vraiment, je peux pas, comment dire, détacher l'avis que j'ai sur ce jeu de l'expérience que j'ai eue avec lui. Je l'aime tellement. Regardez l'étoile. J'adore cette carte. Qui c'est Riccardo Minetti. Ah non, c'est Riccardo Minetti qui l'a conçu et les illustrations sont d'Anna Lazzarini. J'adore la lune, le soleil, le jugement et le monde. Alors ensuite, vous voyez que l'as de coupe a les 4 et que nous avons cette couleur jaune qui est liée aux coupes.
le 2 de coupe. Donc là, on reconnaît un petit peu les dispositions du rider. Oui, le 3, le 4, le 5 de coupe. Au départ, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les glyphes, hein. Je vous le redis, vous pouvez, mais c'est un peu... Je trouve que retravailler avec les glyphes, ça permet de créer un lien plus particulier, mais on peut le faire dans un deuxième temps. Et puis, ça permet aussi de réfléchir aux significations pour apporter d'autres choses. Ça permet de se poser des questions. Tiens, pourquoi est-ce qu'on a tel glyphe? Pourquoi est-ce que c'est lié à telle saison? Et donc, ça aide à comprendre aussi les significations du rider sans les apprendre par cœur. Plus on va réfléchir et se poser de questions, plus, quelque part, on va ancrer les significations et les renforcer, les préciser. Le 8 de coupe, le 9 et le 10. Alors, voilà le prince, la princesse, le roi de coupe et la reine de coupe. J'adore, c'est tellement beau. L'as de denier avec le 2 de denier. Donc, vous voyez que d'associer les as avec, avec toutes les saisons, c'est aussi original, puisqu'on a plutôt tendance à les associer à une saison particulière qu'on lit avec les bâtons. Donc, je le redis, les significations des cartes, les associations, ce sont des constructions humaines, ce sont pas, sont des gens qui ont pensé que c'était bien, que ça représentait quelque chose pour eux, mais c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. Il n'y a rien de plus juste que... pas quelqu'un qui a fait quelque chose de plus juste que quelqu'un d'autre. C'est juste une façon de voir, c'est une façon de cartographier les cartes. Et après, c'est à vous, quand vous allez tirer les cartes, que vous allez poser des questions en fonction de comment vous le voyez à votre guide, à votre moi supérieur, peu importe. C'est à vous de comment dire, de savoir quel système vous utilisez pour que le guide, votre moi supérieur, puisse répondre correctement et utiliser le langage, voilà, un langage précis, le langage que vous avez, on va dire, posé avant de faire un tirage. C'est aussi, je trouve, un jeu qui se prête bien à la projection, c'est-à-dire je l'ai pas mal utilisé en projection quand je commençais à faire du travail psychologique avec les cartes. Donc voilà, c'est-à-dire que je regardais ce qui se passait sur la carte et je projetais mon monde intérieur dessus, ou j'aidais la personne à qui je tirais les cartes à projeter son monde intérieur dessus en lui demandant qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe dans la carte, et après comment est-ce que, enfin quel lien tu vois avec, avec ton problème d'aujourd'hui. 7 de bâton. J'aime beaucoup ce 10 de bâton. Il est plus... je vais vous lire le petit texte d'inspiration. Après, on se fera un tirage, en fait, pour voir quel type de message vous pouvez avoir, quel est votre message d'inspiration. Alors, le 10 de bâton... hop. Alors, on a... le 10 de bâton, c'est soi et les autres, avec une idée de relation, d'apprentissage, de vie sociale, d'intérêt, de gestion du temps. Super intéressant. Un homme n'est pas une île. Aujourd'hui, on dirait un humain n'est pas une île. Donc, on n'est pas seul, on est entouré. Et on a cette importance des relations sociales avec ce 10 de bâton qui est, je trouve, intéressant. Alors, le prince de bâton, la princesse, j'adore cette princesse, le roi et la reine. Vous voyez qu'on a cet aboutissement
dans un genre féminin, présenté par un genre féminin, donc plutôt une idée de l'aboutissement des suites dans des énergies yin. Et ce qui est pas... oui, ce qui est intéressant, puisque dans le roi, on a plus quelqu'un qui va... dans la figure du roi, c'est quelqu'un qui a l'aboutissement et qui ne va pas être très yang. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup bouger, beaucoup se déplacer, aller à la guerre, etc. On a quelque chose de très yin dans le roi qui va être celui qui va conseiller, celui qui va diriger son royaume. Donc c'est aussi, je trouve, intéressant d'aller de le voir de cette façon-là, puisque là on a quelque part le yin du yin. Enfin, le yin de yin. On a une énergie très yin avec la reine. Alors, la suite d'épée qui est ma suite préférée, que j'aime beaucoup. Attendez, je vais vous dire aussi, lire une carte négative. Enfin, entre guillemets négative, celle-ci, on voit quelqu'un qui pleure. Le 3 d'épée. Donc on a la souffrance, angoisse, solitude, peur, égarement. La raison à elle seule ne réchauffe pas. C'est super intéressant. On a cette idée aussi de lâcher prise sur les ressentis. Voilà, lorsqu'on est triste et qu'on souffre, on est triste, on souffre et on n'a pas aussi à raisonner. Oui, voilà, j'aime bien ce côté de reconnaissance des émotions. J'adore celle-ci, j'ai beaucoup travaillé avec, je m'en souviens. Le 6 d'épée, le 7. J'aime bien aussi celle-là. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui avait donné cette signification, si c'est le 6 d'épée. Le passé doit parfois cesser d'exister. Dans le Rider, on voit des gens qui vont d'un endroit à un autre. Et ici, on a ce personnage, donc ces deux personnages qui vont d'un endroit à un autre, mais vous voyez qu'on a les épées qui sont mises à l'eau. Et on a cette idée aussi de lâcher prise sur le passé, donc ces épées. Donc ça peut, dans les épées, on est beaucoup sur du mental, donc sur notre façon de penser, notre façon de voir le monde, notre façon de considérer une relation. Et je trouve que j'adore en fait cette représentation où on va jeter les épées dans l'eau. On a besoin de s'alléger si on veut aller d'un point à un autre. Le 7 d'épée, le 8, le 9, le 10 d'épée, le prince, la princesse, qu'est-ce que j'aime, le roi et la reine. Vous avez vu aussi qu'on a les cavaliers en fait sont sur des animaux, ils ne sont pas sur des chevaux. Donc ici on a une baleine, on va avoir des animaux différents. On a une sorte de dragon, voilà, là on a un tigre. Hop. Ah. Là on a un cheval et puis alors on a un dragon d'eau dans la suite des coupes. Alors je vais mélanger, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fait. On va voir la souplesse des cartes. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que les cartes sont souples? Ah, c'est super. Ça se mélange super bien. Alors moi, je préfère quand les cartes sont plus souples. J'aime pas quand les cartes sont trop épaisses. D'ailleurs, dans le tarot arthurien, qui j'espère sortira en fin d'année, vous verrez, j'ai choisi de faire des cartes plus souples.
Alors, on va couper. Hop, on va étaler les cartes. Et je vais choisir 3 cartes pour représenter. Hop. Voilà. Et hop. Pour représenter un message de sagesse. Donc, ça va être un message de votre guide ou de votre moi supérieur ou du dieu ou de la déesse avec laquelle vous travaillez actuellement. Soit en conscience, soit peut-être que vous ne le savez pas. Hein, souvent, les dieux et les déesses aussi viennent, nous accompagnent. On n'a pas forcément conscience de leur présence. Alors, je vous laisse choisir la carte qui vous inspire le plus. Moi, ça va être la première. Alors, j'ai le 3 de bâton. Alors, on va lire le petit message d'inspiration. Le 3 de bâton. Parfois, attendez. S'asseoir sur la rive d'un peu... Alors, patience, nostalgie, des choses qui suivent leur cours, des temps qui doivent s'écouler. S'asseoir sur la rive d'un fleuve et attendre, parfois c'est la seule chose à faire. Oui, le message commence ici. C'est pas juste cette chose... c'est pas juste parfois c'est cette seule chose à faire. Voilà, une erreur dans la présentation. Donc, s'asseoir sur la rive d'un fleuve et attendre, parfois c'est la seule chose à faire. J'adore. Donc, la vertu de la patience, la vertu de la contemplation aussi, je trouve. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ça correspond bien à ce que je suis en train de vivre en ce moment. Voilà. Donc, faites le lien avec ce que vous êtes en train de vivre. Soit avec votre agitation actuelle, soit avec le fait qu'il n'y ait rien qui se passe aujourd'hui et que peut-être vous êtes en train de bouillir intérieurement. Soit vous pensez que vous devez faire des choix et vous vous mettez la pression alors qu'en fait, c'est pas du tout le moment. Alors, pour la deuxième carte, où vous avez un arcane majeur. Alors ça veut dire c'est quelque chose de très... qui concerne votre chemin de vie. Donc, de très impactant. Et puis, sur la durée, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a? La magicienne, donc c'est lié à la volonté. Hop. Donc, capacité de décision, début d'un chemin, courage, énergie. La volonté et l'équilibre sont les fondements de toute action. Donc, on est sur une carte complètement opposée à celle-ci, sachant que celle-ci, elle est plus légère et elle va être plus courte dans son action. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus important et lié au chemin de vie. Donc, avec des choix à faire, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire? Donc, on va me demander là d'exercer ma volonté et de chercher aussi un certain équilibre. Donc, volonté et équilibre. Voilà pour cette magicienne et cet aspect de décision. Ah, j'adore ces cartes. Oh, le 7 d'épée pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Alors, le 7 d'épée. Donc, on a cette idée de superfuge. Agir en cachette, astuce, petit pas, ne pas attirer l'attention. La voie directe est rarement la meilleure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que c'est pas... alors moi, c'est ma vision, c'est une des visions que j'ai du 7 d'épée. Et ici, on a cette idée donc de trouver des façons détournées d'arriver à ses fins. Donc d'être malin, de prendre des chemins détournés, de ne pas forcément s'exposer dans ce que l'on va faire. Voilà, donc ça c'est votre carte. Même chose ici, on a quelque chose plus ponctuel, quelque chose de plus mondain,
qu'on va avoir à faire et à traverser en ce moment. Voilà, j'espère que je vous ai transmis mon amour pour ce jeu. Je l'adore, je l'adore. J'adore le tout petit guidebook. Il est tout petit, mais il est très intelligent. Et les cartes sont magnifiques. J'aime bien les choix aussi de représentation qui ont été faits. Voilà, c'est vraiment un jeu. Si vous avez déjà une belle collection, je trouve que c'est un jeu unique et qui apporte quelque chose aussi d'unique. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt.